Monsieur le Président, cher Sébastien, Mesdames et Messieurs les élus et représentants des intercommunalités, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, je suis très honoré aujourd'hui de vous accueillir au nom de la Caisse d'épargne dans ces superbes locaux du CNAM. Notre partenariat Caisse d'épargne avec Intercommunalités de France est un partenariat du temps long. Un petit peu comme ces locaux, le temps long. C'est l'avantage d'avoir 200 ans déjà de présence sur les territoires et aujourd'hui 15 caisses d'épargne régionales, coopératives, dont vous êtes souvent sociétaires, 40 milliards en cours de crédit et 25 000 collectivités qui sont nos clientes. C'est aussi un partenariat, notre partenariat, un partenariat de temps fort. Et cette journée que nous parrainons, c'en est un bel exemple. Vous connaissez notre ambition, notre signature, c'est être utile au territoire. C'est maintenant, vous l'avez là, construire l'avenir de votre territoire, nous le finançons. Quand je regarde le programme, je vois la confirmation de cet engagement. Cet engagement notamment sur la réindustrialisation. Nous, les caisses d'épargne, nous sommes très engagés dans ce processus, à la fois auprès des entreprises, nous les finançons, auprès des collectivités et des entreprises publiques locales. Nous finançons le foncier, nous finançons l'aménagement et bien entendu le logement derrière, puisqu'il faut loger tous les salariés, tous les nouveaux salariés, construire, c'est le logement social, c'est la promotion immobilière. Ce même logement, il est actuellement en grave crise. Quelques chiffres, les emprunteurs ont perdu, avec la hausse des taux, 25% de leur pouvoir d'achat. La baisse des prix n'a pas suivi. Il y a 2,6 millions de demandeurs de logement social, alors qu'en 2022, les chiffres viennent de sortir, l'augmentation nette du parc n'est que de 56 000 logements. 56 000 logements, 2 600 000 demandes. Les transactions, la construction recule fortement. C'est la crise du logement, de l'habitat. Nous sommes les premiers financeurs du logement social, les premiers financeurs privés, bien sûr. Nous sommes opérateurs avec Habitat en région. Nous finançons la promotion immobilière, les particuliers. Donc nous suivons tout cela de près et nous connaissons bien votre implication dans l'habitat et votre positionnement dans le projet de décentralisation des politiques du logement et de l'habitat. L'enjeu, c'est quoi? C'est de pouvoir loger les Français là où ils le souhaitent, dans de bonnes conditions, notamment de sobriété aussi bien foncière qu'énergétique et à des coûts abordables. Question cruciale quand on regarde la problématique du niveau de vie. Je reviens maintenant, si vous le voulez bien, à la question des transitions. Transition écologique, transition énergétique, démographique, sociale, elles sont partout aujourd'hui. Le besoin d'investissement est énorme. Pour les collectivités, il y a des chiffres qui ne portent que sur la décarbonation, qui vise la SNCB et qui porte sur 6 milliards. Si on prend en compte les autres aspects, je pense qu'on n'est pas loin des 10 milliards par an d'investissements nécessaires à comparer avec actuellement 75 milliards d'investissements par les collectivités. Et c'est principalement, donc parmi les collectivités, les intercommunalités sont au premier rang. C'est l'échelon principal des CRTE qui, je vous le rappelle, signifie maintenant les contrats pour la réussite de la transition écologique. Il faut réussir ces transitions. Alors, comment financer ces investissements? Comment réussir ces transitions alors que les finances locales sont désormais sous forte pression? Après 10 ans d'efforts, la capacité d'autofinancement est forcément limitée et les situations sont très variables d'une collectivité à l'autre. Quant à l'emprunt, effectivement, autre source de financement, les choses ont changé. Depuis 2022, depuis l'Ukraine, les taux ont fortement remonté. C'est la volonté des banques centrales de juguler l'inflation. L'inflation, donc, cette volonté s'est concrétisée par des hausses régulières des taux directeurs. Elle s'est concrétisée donc par la hausse des taux d'intérêt, mais aussi sur d'autres outils par la fin du quantitative easing, donc moins de liquidités pour le système. Les signaux sont aujourd'hui meilleurs sur l'inflation. Je voyais tout à l'heure que le dernier chiffre, on serait à 3,1%. Donc on peut s'attendre, peut-être en avril, à une détente sur les taux directeurs qui se répercutera bientôt
espérons-le, mais il peut y avoir des rebondissements. La situation géopolitique est très complexe. Il peut y avoir des rebondissements, mais on peut espérer bientôt une baisse des taux. En tout cas, cette baisse des taux ne ramènera pas à la situation précédente où on avait de l'argent très abondant et quasi gratuit. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver de la ressource adaptée et de la ressource au meilleur prix pour financer les grands projets des transitions. Et il y en a de la ressource, elle est disponible auprès des grandes institutions, je pense à la BEI, elle est disponible auprès des investisseurs institutionnels qui sont contraints, qui sont invités à financer les transitions pour notamment des contraintes de ratio. Ça peut être des financements en enveloppe, ça peut être des financements en subvention. Nous travaillons avec ces investisseurs c'est aussi notre métier, vous donner accès le plus facilement possible à ces ressources. Par exemple, parce qu'il faut toujours être concret, nous travaillons avec la BEI sur des financements très attractifs. Quelques exemples, c'est la rénovation des équipements sportifs, c'est les investissements en eau et les investissements en investissement, c'est encore l'efficacité énergétique et les mobilités durables. Ces enveloppes, elles permettent de répondre à des besoins très concrets. C'est la rénovation énergétique des bâtiments, je pense aux décrets tertiaires, notamment je pense aux écoles, c'est la mise aux normes de l'assainissement, c'est le traitement des fuites dans les réseaux d'eau. On perd 20%, c'est le chiffre, 20% de l'eau qui est livrée n'est pas consommée. C'est aussi pour la mobilité, par exemple, la création de pistes cyclables. Nos métiers de banquiers des territoires évoluent donc et nos clients évoluent en parallèle. Cela amène à quoi? Ça amène au développement de nouvelles expertises, à de nouvelles compétences. Nos métiers de financeurs changent. Ça amène aussi à une approche plus en amont, ça amène une approche plus approfondie avec des échanges réguliers. Nous allons de plus en plus vers des financements fléchés, vers des projets bien identifiés qui répondent à des critères financiers, du green, l'ENR, la décarbonation, la rénovation énergétique, le RSE. Nous passons d'un financement global à du financement par projet avec comme référence partagée la taxonomie européenne, mais aussi les budgets verts. Et je voudrais terminer mon propos en changeant un peu de sujet pour évoquer 2024 et les Jeux Olympiques. Avec le groupe BPCE, la Caisse d'épargne, on est un partenaire premium et nous sommes très investis pour la réussite de cet événement. Au-delà de ces Jeux, la Caisse d'épargne et BPCE se positionnent comme la banque du sport. Le sport, ce n'est pas uniquement les Jeux Olympiques, ce n'est pas uniquement la compétition, c'est un enjeu de cohésion sociale, c'est un enjeu pour les territoires, c'est un enjeu de santé publique. Vous le savez, mais c'est aussi un enjeu économique. Nos études de l'Observatoire Caisse d'épargne ont montré que 4,8 milliards d'investissements annuels, c'est ce que les collectivités investissaient sur le sport. Tous les ans, 4,8 milliards sur 75 milliards actuels. C'est 250 000 infrastructures sportives qui sont détenues par les collectivités locales, que vous gérez souvent en direct et qui sont aussi souvent anciennes, qui sont souvent des passoires énergétiques, des passoires thermiques. Et là, je fais le lien avec l'enveloppe BEI sur la rénovation des infrastructures sportives que j'évoquais. Voilà, donc vous voyez bien ces enveloppes que nous mettons à vos dispositions. N'hésitez pas à remonter vos projets, n'hésitez pas à échanger avec vos contacts en caisse d'épargne. L'important, c'est de pouvoir matcher vos projets et nos sources de financement pour financer l'avenir de nos territoires, pour vous être utile dans le temps long. Merci. Bien, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle journée finance portée par Intercommunalité de France depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Alors, vous vous retrouvez nombreux, parce que entre les grippes qui sont en train de traverser le pays, les blocages routiers ou autoroutiers des agriculteurs,
les diverses cérémonies de vœux qui se tiennent encore un petit peu partout sur le territoire. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on fait ça le 31 janvier, pour être sûr que ça se télescope le moins possible. Plus une habitude qui a été prise, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise habitude, je ne sais pas comment la qualifier, mais en tout cas de ne plus trop participer à des colloques, à des rencontres comme ça, mais de s'être habitué à être resté dans son bureau, et puis vous savez, de regarder un écran avec à peu près 50 cases noires, puis vous en avez 2 d'allumées, ce qui est assez terrible d'ailleurs pour l'intervenant, parce que ceux qui écoutent, à la rigueur, ça va, mais l'intervenant qui s'exprime devant cette espèce de grand mur noir, c'est quand même assez perturbant. Et ça fait du bien de se retrouver ensemble ce matin pour effectivement ce qui est un moment habituel, on va dire, de la vie de notre association Intercommunalité de France. Je veux remercier bien évidemment Édouard Noël de la Caisse d'épargne, qui est notre partenaire fidèle de cet événement, ainsi que la Gazette, qui est représentée par Cédric Néo, que je remercie aussi beaucoup tous les deux pour nous accompagner dans l'organisation de cette rencontre. Je sais que comme à l'habitude avec Feu, la DCF et aujourd'hui Intercommunalité de France, vous êtes heureux de venir pouvoir échanger dans la sérénité, en ayant des retours d'expérience riches, extrêmement variés. Et puis au mois de janvier, c'est là que soit on vient d'adopter ces budgets, soit on est encore en cours de finalisation des budgets, que la loi de finances a été adoptée et que vous venez là pour partager et aussi beaucoup pour essayer d'avoir les dernières informations les plus à jour. Alors en matière d'informations les plus à jour, vous me direz, mais pourquoi avoir choisi le CNAM fondé il y a 230 ans par l'abbé Grégoire? L'abbé Grégoire qui a été un président de l'Assemblée constituante, qui avait pour conviction qu'il fallait abolir l'esclavage et qui avait aussi pour conviction qu'il fallait mettre en œuvre le suffrage universel. Alors j'ajoute quand même, petit détail, puisqu'on est au lendemain de la Révolution française, suffrage universel masculin. N'exagérons pas trop de modernité au lendemain de la Révolution française. Monsieur le Président de la délégation aux collectivités, bienvenue parmi nous. Mais le CNAM, depuis 230 ans, à l'image de cette journée, fait œuvre de pédagogie, est un outil au service, certes, du savoir partout dans le pays, et aussi un outil au service de l'industrie, de sa modernisation, et aujourd'hui de la réindustrialisation, ce qui en fait un outil particulièrement moderne et particulièrement implanté partout dans les territoires. Et je tiens à remercier, mais j'aurai l'occasion de le faire tout à l'heure, l'administratrice générale qui nous accueille ici. Alors, c'est une journée finance, donc je vais vous en dire quelques mots tout de même. Il est certain que nous sortons de 3 années qui ont été plus que compliquées, mais vous savez, finalement, en chaque début d'année ou à chaque colloque, on dit nous sommes bouleversés par les incertitudes, par un contexte dont nous ne connaissons pas encore comment il va se passer. Oui, mais finalement, nous sommes dans un monde incertain depuis longtemps maintenant. Celles et ceux qui pensent encore que nous pouvons vivre dans un monde marqué par l'extrême stabilité et que nous sommes certains de la manière dont les choses vont se passer, je pense que ceux-là vivent dans un monde qui est soit révolu, soit n'a jamais existé d'ailleurs, au passage. Mais en tout cas, c'est un manque de lucidité. Oui, il y a des aléas, certains que l'on peut plus ou moins prévoir, d'autres qui sont liés à la situation internationale, mais finalement, nous allons de rebondissement en rebondissement. Et malgré les pandémies, malgré leurs conséquences, les crises internationales et leurs conséquences comme la crise inflationniste, malgré aussi les graves crises climatiques. D'ailleurs, j'ai une pensée pour nos amis des Outre-mer qui sont présents ce matin. J'ai aperçu tout à l'heure, je ne sais pas où elle est dans la salle, mais la présidente d'Interco Outre-mer, qui est notre partenaire et à qui j'adresse aussi un message de solidarité à nos amis des Outre-mer, puisque non seulement
Du côté de Mayotte, la crise de l'eau ne fait que perdurer. Et puis vous avez vu comme moi les conséquences de l'ouragan qui a traversé l'île de la Réunion il y a quelques semaines et dont les dégâts ont été chiffrés, je crois, un peu plus de 100 millions d'euros de dégâts qu'il va falloir rembourser et accompagner aussi bien les collectivités que les partenaires privés. Malgré ça, l'investissement des collectivités a tenu. En 2022, on a chiffré, rien que pour les seules intercommunalités, à 11 milliards d'euros l'investissement. Et les premiers chiffres consolidés qui arrivent pour 2023, cette fois-ci pour toutes les collectivités, montrent un niveau d'investissement public qui se maintient autour de 50 milliards, 54 milliards en 2023, qui sont prévus, qui ont été engagés par les collectivités locales. Donc, nous tenons le cap. Malgré tout cela, nous arrivons à tenir le cap et malgré parfois quelques injonctions, j'ai envie de dire, contradictoires, pour employer un terme à la mode, où on nous demande de dépenser moins mais d'investir plus, ce qui, avouons-le, a quelque chose d'un petit peu schizophrène. Je ne sais pas comment on fait pour dépenser moins et investir plus. Je ne sais pas comment on fait pour répondre à l'enjeu de la transition écologique. L'enjeu de la transition écologique, si les chiffres sont exacts, rien qu'au niveau des collectivités, il faudrait qu'on passe de 16 milliards par an d'investissement à 32. On ne va pas pouvoir doubler notre niveau d'investissement sans jamais avoir recours à l'emprunt, sans avoir recours à ce qui parfois est un gros mot, mais la réalité c'est quand même cela, sans avoir recours à l'endettement. Je me tourne vers nos banquiers, qui approuvent d'ailleurs que nous ayons recours à l'endettement. Mais je sais qu'il y a un travail qui est fait, notamment par la délégation aux collectivités, avec le ministère des Budgets, pour voir comment finalement cette dette verte pourrait, d'une manière ou d'une autre, soit sortir de notre comptabilité, mais ce n'est pas possible, soit en tout cas être valorisée d'une autre manière. Mais il va bien falloir, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, que nous puissions à la fois affronter ces enjeux et en même temps, je crois que vous le voyez tous en ce moment, nous sommes particulièrement confrontés de plein fouet à toutes les conséquences de la crise inflationniste et d'un certain nombre de décisions successives. Quand je dis les conséquences de la crise inflationniste, c'est-à-dire cette espèce de mise à jour de tous nos contrats. Tous nos contrats dans la préparation des budgets, quels qu'ils soient, prennent en ce moment entre 5 et 10%. Alors il y avait eu l'année dernière quelques négociations pour mettre un peu à jour les choses en cours d'année, mais là, ça y est, on va être en année pleine. Vous avez aussi, pour celles et ceux qui ont négocié, qui ont à re-signer leur contrat d'assurance, des augmentations, et je sais qu'il y aura une table ronde sur ce sujet cet après-midi. Moi, j'entends parler de x2, x3, voire x10 sur le montant des contrats d'assurance. Donc tout ça arrive maintenant et je crois qu'il va falloir l'assumer sereinement. Je pense que l'année 2024 en matière de construction budgétaire sera sans doute une année complexe, mais qui s'explique et qu'il ne faudra pas avoir peur d'assumer, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics, nationaux, parce que on va aussi avoir en année pleine les conséquences de 1,5 puis 3,5% d'augmentation du point d'indice et 5 points supplémentaires à partir du mois de janvier. Je ne juge pas tout ça. Je pense qu'en matière de pouvoir d'achat pour nos agents, ce sont des bonnes choses, mais ce sont des données qui sont aujourd'hui intangibles et qui viennent gréver d'une manière ou d'une autre nos budgets de fonctionnement. Et chacun le sait, nous n'avons pas non plus des dynamiques fiscales exceptionnelles qui permettraient de compenser tout cela, bien loin de ça. Alors ce matin et cet après-midi, nous aborderons un certain nombre de sujets. Je pense que nous parlerons de l'éternel sujet de la réforme de la fiscalité locale et de quel avenir nous pouvons avoir après les suppressions successives d'un certain nombre d'impôts locaux. Je pense que nous parlerons aussi péréquation, et notre vice-président aux finances, cher Boris, péréquation horizontale est un sujet, je le sais, qui te tient à cœur. Je pense que nous reparlerons aussi de cette fameuse
un sujet qui pourrait être, que je vais appeler, monsieur le député, un irritant sénatorial, le partage de la taxe d'aménagement. Voilà, c'est pas un irritant à l'Assemblée, ça l'est plus parfois dans la Haute Assemblée, mais le partage de la taxe d'aménagement, qui était un sujet l'an dernier, qui était quasiment, qui était très bien avancé dans beaucoup de nos intercommunalités et qui malheureusement a été coupé en plein vol. Voilà, pour dire les choses un peu gentiment. Mais je voudrais aussi avoir un petit message d'optimisme. D'ailleurs, je suis un éternel optimiste et c'est une bonne maladie, je vous conseille de ne pas la soigner. Ce matin, j'espère, ce matin, vous avez peut-être vu comme moi les derniers propos de Christine Lagarde qui disait que les prochaines évolutions sur les taux seraient à la baisse. Tant mieux. Et c'est bien parce que j'espère que nous allons sortir de ce que on est un certain nombre à ressentir comme une période d'attentisme, y compris dans les collectivités, y compris chez les acteurs économiques. On sent que depuis cet été, il y a une forme de mise en pause en disant on va voir ce qui va se passer demain. Est-ce que les taux vont se stabiliser? Ils se sont stabilisés. Et demain, est-ce que les taux vont baisser? Les annonces, en tout cas, sont faites sur une prochaine baisse des taux. Est-ce que ça arrivera d'ici l'été? On peut tous le souhaiter. Il semblerait même que certains organismes bancaires aient un peu anticipé, avec certains taux qui commenceraient un petit peu à baisser. Et je crois que si on arrive à avoir effectivement une visibilité à ce sujet, sans doute que nous pourrons avoir une machine qui pourrait repartir de l'avant. D'ailleurs, les résultats de la croissance qui ont été publiés à fin 2023 sont à peu près dans les prévisions qui avaient été faites, à 0,1 point près. Notre économie, malgré tout, tient le coup. Nos collectivités tiennent le coup. Donc, gageons que d'ici 6 mois, si quelques indicateurs veulent bien apparaître plus positifs, si nous arrivons à avoir une feuille de route claire aussi pour ce qui nous concerne, collectivités locales, collectivités territoriales, avec un gouvernement qui, nous l'espérons, un jour sera au complet, alors nous pourrons envisager l'année 2024 sous de meilleurs auspices. Et en tout cas, je souhaite véritablement que cette journée vous permette de préparer au mieux votre action dans chacune de vos intercommunalités. Et puis, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure lors de la cérémonie des vœux, qu'au-delà de 2024, nous continuions à avoir une vision de l'intercommunalité toujours plus au service de nos habitants, toujours plus au service de cette France des bassins de vie que nous voulons forte, dynamique, pleinement engagée dans les enjeux de la transition écologique, de la reconquête économique et industrielle, mais aussi de la cohésion sociale. Bonne année à toutes et à tous, et puis surtout, très bonne journée Finance 2024.